Comment je vous dirais bien ça? C'était une rencontre très spontanée et je dirais même effervescente. Exceptionnellement, pour cet épisode-là, je me suis rendue directement chez mon invitée pour enregistrer l'émission. On a improvisé un studio chez elle, un peu à la bonne franquette, et j'ai vraiment aimé ça. Elle a une détermination inébranlable et une énergie extrêmement contagieuse. Elle a traversé vents et marées pour devenir maman et je trouvais vraiment ça important de le mettre en lumière car malgré les tempêtes, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Bref, la découvrir, c'est l'adopter. Voici donc la radieuse tête de cochon, Marie-Ève Pichette-Mire. Bonne écoute! Marie-Ève Pichette-Mire, bonjour! Hey, salut! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment, de tête vraiment de cochon. plaisir. Je suis très contente qu'on puisse te découvrir aujourd'hui. On dirait que je t'appellerais un peu comme la femme aux 1001 projets. Je pense que ça pourrait être un surnom qui te colle parfaitement. Exactement. Et bon, tu as une histoire qui est assez chargée en émotions, en expérience aussi, avec plusieurs... tu as vécu plusieurs épreuves à travers tes grossesses, à travers ton nouveau rôle de maman. D'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard. Mais je voulais d'abord savoir comment tu définirais Marie-Ève. Tu sais, Marie-Ève, c'est quoi ses grands qualificatifs? Comment on peut imaginer Marie-Ève d'entrée de jeu? Je te dirais que Marie-Ève, à la base, c'est très authentique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me définit. What you see is what you get. Ça, c'est sûr. Et je suis quelqu'un qui essaie presque tout le temps de voir le verre à moitié plein. Tu sais, je vais focusser sur les fleurs dans le champ, je vais focusser sur le beau soleil à travers plusieurs nuages, mais c'est quelque chose que j'essaie énormément de transmettre à mes enfants, d'avoir cette vision de la vie. J'adore ça. Je pense que ça met la table comme il faut. Puis, bien, question de donner une idée aux gens qui nous écoutent à qui on a affaire. Bien, premièrement, j'ai en face de moi la fondatrice de la jeune entreprise Moms. Exactement. Et qui, en plus de ça, s'est lancé un nouveau défi dernièrement de devenir organisatrice de mariage parce que toi, ta journée est extraordinaire, fait que t'as le goût de comme multiplier cette journée-là. Maman de 2 garçons, enceinte d'une 3e, oui. enseignante de formation. Voilà. Bon, comme on dit, c'est pas bien reposant. Non. Est-ce que tu réalises à travers... Tu sais, est-ce que tu réalises dans quoi tu te trouves, là, dans ce qui implique, ce qui intègre tes journées? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu en es consciente ou c'est comme, pour toi, c'est normal? Je te dirais que c'est normal. J'ai toujours été quelqu'un de très, très intense qui va toujours foncer. Je te donne un exemple. Secondaire 1, j'avais pas fait la troupe. J'étais en concentration danse, mais j'avais été pris dans la pré-troupe. OK. Et je suis allée voir la directrice de danse pour aller demander pourquoi. Ah. Et puis là, elle me dit, OK, elle m'a comme expliqué grosso modo, tu sais, j'étais plus jeune, les filles de troupe, c'est secondaire 3 et plus, blablabla. Mais au final, j'ai fait la troupe et la pré-troupe cette année-là. Donc, pour moi, être occupée, en avoir toujours plein les bras, c'est normal. C'est comme... c'est moi. Oui, puis t'aimes ça. Oui, c'est ton carburant d'une certaine façon. Exactement. Parce que là, j'énumère tout ça, puis c'est comme, t'as le gros sourire d'en face, là, c'est comme, mais c'est super, tu sais. Ah ouais, c'est je m'en rends pas compte. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est quand je l'entends de l'extérieur, je me dis, mon Dieu, c'est bien intense, ma vie. C'est pas reposant, mais pour moi, tu sais, quand t'es arrivé tantôt, pour moi, c'est tout ou pantoute, mais c'est pratiquement tout le temps tout. Ouais. C'est ça. Mais c'est drôle parce que quand je me préparais pour notre entrevue, un des mots qui est ressorti, c'est investi et intense. Ouais. Tu sais, ça, je pense que c'est 2 grands traits Ouais. de ta tête de cochon. Puis on va comprendre pourquoi, parce qu'il y a bien des choses que je veux qu'on mette en lumière aujourd'hui. Fait que dans le fond, ça a toujours fait partie de ton ADN de porter plusieurs chapeaux. Oui, toujours. OK. Toujours. Présidente de classe, je me suis investie dans la pastorale au secondaire, j'ai fait des voyages humanitaires, tout le temps, là, oui, plusieurs chapeaux, c'est mon... Oui, vraiment. J'adore ça. Puis là, tu as un chapeau de maman, mais tu as un chapeau aussi de la fondatrice de Moms. Ouais. Et pour ceux qui... parce que c'est une entreprise qui est quand même encore jeune, mais qui a tellement de potentiel. J'ai tellement l'impression que ça
année après année, ça fleurit. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, Mom, c'est une entreprise de produits pour maman et bébé. Je l'ai créée en pleine pandémie parce que je suis devenue maman, moi, pendant la pandémie, où tu dis, OK, je suis un peu perdue dans mon cercle d'amis parce qu'on se voit plus ou moins. On commande des choses en ligne parce que pandémie, tout était fermé. Là, je me disais, ben, je commande tout le temps en ligne des produits que je sais pas si ça fonctionne parce que je suis coupée de mon cercle d'amis dans un sens. Puis après ça, ben, c'est des frais de livraison de plus. Puis après ça, quand vient le temps de m'acheter, moi, des choses, ben je passais go parce que je me disais, ben là, un autre frais de livraison, on va se calmer là-dessus. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une entreprise où on va retrouver et des produits pour bébé, mais aussi des produits pour gâter maman. Un petit coton ouaté, des boucles d'oreilles, une tasse thermos, pour que maman puisse se gâter elle aussi, en plus d'acheter des produits indispensables pour ses enfants. J'adore ça. Puis là, t'étais maman à ce moment-là, Ouais. quand c'est dans ton congé de maternité. Oui, Fait que c'est ça. il y a Ouais. un nouvel enfant, il n'y a rien là. Non. Moi, c'est ça. Congé de maternité, c'est pas tant un congé, mais j'ai comme besoin de projet, là. OK. Je peux pas juste être à la maison, non. Puis le développement de tout ça, ça s'est passé comment? Parce que ce que j'en comprenais, c'est que bien évidemment, toute entreprise demande d'investir Ouais. de l'argent Ouais. pour... Puis là, c'est comme... T'es à zéro pendant un certain moment Ouais. parce qu'il faut que tu investisses pour que ça crée du roulement, Ouais. etc. Bon. Ça, tu t'es questionné quand même Oui. avant de te lancer Oui. là-dedans parce que, Oui. bon, ça implique beaucoup de choses. Ça s'est passé comment à ce niveau-là? En fait, c'est grâce à mon chum. Mon chum, c'est un entrepreneur aussi. Puis, il m'avait dit, Marie, as-tu de l'argent dans ton compte? Oui, j'ai de l'argent de côté. Il dit, ben ton argent n'est pas fait pour être dans un compte épargne à rien faire. T'es mieux de l'investir, puis dans le pire des cas, ben tu l'auras perdu, mais t'auras au moins essayé. Tu sais, puis si tu crois en ton projet, ben lance-toi puis essaie. Donc, ça a été ça. J'ai pris pratiquement tous mes sous de côté, je les ai investis là-dedans en me disant, je vais essayer, je me lance, au moins j'aurais essayé quelque chose, puis si ça rapporte, ben tant mieux, je vais être fière. Puis justement, parce que tu investis tout, tu t'investis à fond. Oui, t'as Parce pas le que choix, t'as là. pas le choix. Là. Tu dis, c'est toutes mes économies de côté. Je suis maman d'un enfant. On habite dans un condo qui est assez dispendieux. Il faut que l'argent rentre, là. Fait que, tu sais, c'est là où tu dis, ben je me lance dans le vide. Puis c'est drôle parce que mon entreprise, elle est incorporée. Puis je me suis incorporée un vendredi 13. Tu sais, zéro superstitieuse. C'est genre, let's go, on se lance, puis advienne que pourra. Ben non, mais tu sais, dans le fond, 13, c'est un chiffre, là. Non, Tu sais, ouais, c'est ça. T'étais prête, fait Ben que oui. tu l'as Oui. fait. Puis aussi, je présume qu'il y a quand même... T'as un support aussi. Tu sais, tu sais, ton chum à côté qui fait « vas-y Ouais. ». Ben là, ça rassure aussi Oui. de te lancer parce que c'est ça, c'est un saut dans le vide pareil. Oui, là. oui. Puis j'avais aucune connaissance en entrepreneur, mais zéro connaissance. Puis c'est peut-être pas de la bonne façon, mais je pense que, encore une fois, c'est ma tête de cochon qui m'amène à... Je vais pas aller voir ce que les autres font. Je vais vraiment créer ce que moi, je suis à l'aise, mon fonctionnement à moi. Puis par après, je vais aller peut-être poser des questions, je vais observer, mais je vais pas... j'ai pas pris de cours, j'ai pas pris de formation. Je suis vraiment allée... T'es très instinctive, Oui, là. vraiment. Tu t'écoutes beaucoup. Ouais. Puis en même temps, tu as un entrepreneur aussi qui est avec toi. Fait que, Ouais. tu sais, tu peux... tu as cette possibilité-là Ouais. quand tu as des questionnements. Exactement. Puis tu d'avoir t'entoures de bonnes Oui, personnes. ça, Tu sais, c'est côté sûr. comptabilité, moi, je n'aime pas ça. Je déteste ça, même. Ben j'ai pris la comptable de mon chum qui s'occupe de ce côté-là. Fait que j'avais pas à gérer ce côté-là. Là. OK. Fait que c'est ça, oui, l'importance Ouais. de l'entourage. Ouais. Est-ce que... parce que, bon, tu as une formation en enseignement. Ouais. Là, présentement, tu es à temps plein avec tes garçons et à travers aussi tes autres projets entrepreneuriaux. Mais est-ce que le désir de revenir à l'enseignement, tu sais, est-ce que c'est juste un projet de congé de maternité ou... parce que ça a dû quand même brasser bien des affaires Ouais. au niveau professionnel. Oui. Puis, je veux dire, un bac en enseignement, c'est toujours 4 ans. Oui. Fait que, tu sais, tu dis, OK, j'ai-tu vraiment fait 4 ans pour rien? Je pense pas, parce que je pense que toutes les connaissances que j'ai acquises dans mes 6 ans d'université, mes 3 ans de cégep, c'est pas des connaissances qui sont perdues, tu sais. Mais de retourner en enseignement, je suis pas certaine. J'ai goûté à l'entrepreneuriat, j'ai goûté à plus que tu travailles fort, plus que ça rapporte. En enseignement, même si... Puis j'aime enseigner, j'aime les élèves, c'est une passion enseigner, mais si je travaille fort puis encore plus fort,
ben malheureusement, ça rapporte pas tant. Tu sais, fait que ce côté-là, tu sais, quand tu goûtes à ça en entrepreneuriat, c'est stimulant, c'est excitant, mais en même temps, mon bac en enseignement reste ma porte de sortie. Ouais. Si jamais ça fonctionne pas, si jamais je veux retourner travailler 2 jours semaine dans une école, ben j'ai cette possibilité-là, mon diplôme ne va pas disparaître. Fait que, tu sais, j'ai ce coussin-là, mais je suis pas certaine. C'est pas dans ma vision dans les 10 prochaines années, je te dirais. OK. Est-ce que de partir une entreprise en congé de maternité, c'est une bonne ou une mauvaise idée, avec le recul? Aïe. Pour moi, ça a été une bonne idée, parce que je suis quelqu'un qui peut pas juste rester à la maison. Pour d'autres, ça peut être très intense dans le sens où c'est déjà juste de t'adapter à un enfant, c'est beaucoup une routine, Mais je te dis que pour moi, c'était une très, très bonne idée parce que mon autre entreprise d'organisation de mariage, je l'ai partie pendant mon 2e congé de maternité. Ouais. Puis là, t'es enceinte d'une 3e, fait que là, je sais pas s'il y a d'autres choses Ah qui non, se pas pour préparent. l'instant, là, non, je vais rester à 2, là. Je te dirais que c'est assez. Je me questionnais aussi de manière plus globale parce que tu parlais, on consomme des produits, surtout quand il y a un nouveau-né qui arrive, on vire un peu fou. Là, Totalement. Est-ce que, de manière générale, trouves-tu que, justement, des fois, on exagère? Oui. C'est terrible. Juste hier, j'ai vendu mon set de lit de bassinette que, normalement, en prix régulier, c'est 150, 200, 300 $ pour quelque chose qu'on n'utilise pas. Parce qu'une grosse couverture de bassinette, t'abrilleras jamais ton bébé avec ça. Donc, tu sais, il y a le marketing, l'espèce de autour de ça, de la maternité de bébé, c'est rendu hallucinant. Donc, oui, on vire fou. Puis, tu sais, là, moi, en ce moment, je suis enceinte d'une fille. Après 2 garçons, j'essaie de ne pas virer folle avec les pyjamas fleuris. Mais c'est ça. Puis, est-ce que c'est un peu ce que t'essayais de contrer, finalement, avec Mom? C'est d'en avoir moins, mais d'avoir une meilleure qualité dans ce qu'on offre à notre enfant? Oui, puis c'est surtout, Moms, tous les produits que je vends, ce sont des produits que moi, j'utilise. Je vais pas vendre des salades, tu sais, dans le sens que je vais vendre vraiment un gobelet qui coule pas, que je vais utiliser avec mes enfants. Tu sais, moi, tous mes produits qui viennent, je les essaie avant, tout le temps. Même chose pour mon kit twinning, je l'ai fait refaire 2, 3 fois pour m'assurer que c'est exactement la couture à la bonne place, la couleur, tu sais. C'est vraiment des produits que dans mon quotidien, tu sais, faire mon contenu Moms, parce que j'ai personne qui fait mon contenu, c'est moi qui fais mes stories derrière ça, qui répond aux messages. Pour moi, ça me demande pas de temps parce que tous mes 3 fois par jour, mes repas, ben mes enfants mangent avec la bavette Moms, avec le bol Moms, avec les ustensiles, tu sais. Ça fait partie de mon quotidien, là. Et est-ce que tu penses qu'on se met trop de pression par rapport à ça? Oui. Tu sais, d'avoir tout, là, faut avoir tout, faut que ce soit tout neuf. Tu sais, il y a comme... Est-ce qu'il y a un retour de balancier ou en tout cas de nuancer peut-être plus? Puis j'irais même plus loin que ce que tu viens de dire, c'est que on est dans l'ère des réseaux sociaux. Ouais. On est dans l'ère où tout est beau. Et moi, Moms, mon hashtag préféré, c'est juste du vrai. Parce que quand on est maman, c'est pas vrai qu'on est tout le temps bien coiffé, qu'on est maquillé. Puis je m'excuse mon langage, mais ça fait chier de voir des mamans qui projettent que ça sur Instagram ou sur Facebook ou TikTok, whatever. Mais de voir qu'une maman, ben c'est normal qu'elle ait une couette, qu'elle soit pas maquillée, qu'elle a mal dormi, puis qu'elle se prend un chin de café, puis peut-être un 2e, puis un 3e parce que bébé a percé des dents, puis que l'autre a la gastro, puis que tu commences un rhume. Ben ça fait partie de la vie d'être maman. Donc, c'est quelque chose que je partage beaucoup aussi, des crises quand mon grand avait 2 ans, ça fait partie de la game. Donc, tu sais, c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant. Puis les retours que j'ai de cette communauté-là, hey, merci Marie-Ève de partager ça. J'ai vécu la même chose il y a 2 semaines où, oh mon Dieu, OK, tu me rassures, moi aussi c'est comme ça. Donc, il n'y en a pas assez en ce moment. Donc, pour moi, de partager ça, ça vient un peu rééquilibrer le glow de grossesse où on est toute belle tout le temps, c'est pas vrai. Tu dors mal. C'est ça. C'est important pour moi de le mettre de l'avant. Il y a une façade. Oui. Une très grande façade, puis c'est le cas, je pense, de manière générale avec les réseaux sociaux. Mais quand tu te questionnes à savoir si tu veux des enfants, tout ça, puis tout dépendant qui tu suis, puis quelle importance aussi tu donnes aux réseaux sociaux,
ça joue dans la tête, là, clairement. Ah, là. oui. C'est définitif. Oui. Petite parenthèse, quand tu parlais de ton kit twinning, là, je Oui. pense qu'il faut que tu l'expliques parce que moi, je sais c'est quoi. Mais là, c'est sûr que quelqu'un qui a accroché là-dessus, ben c'est que quoi? Qu'est-ce que c'est? Explique-nous. Ça, là, regarde. De un, quand on est maman, on aime ça être habillé en mou. Oui. Hein? Moi, j'adore. Et à la base, je trouve que des kits twinning, donc un matchy-match avec maman, Ouais. maman-fille, il y en a beaucoup. Oui. Papa-garçon, il y en a beaucoup. Maman-garçon, il y en a pas. Ou très, 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 très peu. Ouais. Donc, c'est une collection vers quoi je voulais aller, tu sais, parce que c'est... Autant ma mère, quand elle m'habillait comme elle, quand j'étais jeune, je voyais des photos puis je me disais, maman, tu me niaises, là. Tu m'as pas habillée comme toi, sérieux. Mais aujourd'hui, en tant que maman, je fais, OK, elle avait vraiment raison, là, c'est vraiment cool, tu sais. Mais c'est une fierté. J'étais allée à l'Aquarium de Québec l'été passé habillée comme Miko, puis je me faisais arrêter. Les gens me disaient, ben vous êtes donc ben beau, je peux-tu vous prendre en photo? Oh! Ben oui, madame, tu sais, souris, Miko. Donc, c'est ça. C'est vraiment un kit coton ouaté, un petit crew neck avec des pantalons de jogging, maman, garçon. Puis aussi, j'ai une amie, tu sais, ça peut se mettre Oui, pour les filles parce que c'est une couleur sauge. Oui. Donc, c'est très, très unisexe. Donc, c'est sûr que la troisième, elle va en porter aussi, ça, c'est sûr. Mais ça, c'est le fun parce qu'en plus, à cet âge-là, ils sont encore jeunes. Oui. On On en profite parce oui, que ben, ado, je suis pas sûre Non, qu'il va leur porter. Ça, c'est clair, là. On s'en rejasera dans quelques années. Mais c'est surtout que, tu sais, maman et papa sont des modèles, tu sais. Ouais. Ouais. C'est tellement fort, le Ouais. modèle, à cet âge-là, que ce clin d'œil-là, je suis sûre qu'ils réalisent peut-être pas tout, mais... Tu sais, hey, aujourd'hui, je suis habillée comme maman. Tu sais, il y a une fierté, je pense, des deux côtés. Puis même habillée comme mon frère aussi. Parce que là, tu sais, Malo, il y a 1 an, puis moi, mes kids commencent c'est à ça. 1 an. Donc, même, maman, je suis habillée comme mon frère aujourd'hui. C'est vrai. On le voit dans ses yeux à quel point il est fier de ça. Bon, le Moms, très beau projet, très lumineux, qui, je pense, va continuer de répandre ses petites poussières d'étoiles progressivement. Mais, bon, comme... t'es très intense, passionnée aussi. T'as organisé ton mariage en 2 mois. Rien de moins. C'est quand même une grosse journée. Ouais. Et là, par la suite, t'as tellement trippé que tu t'es dit, OK, je veux le faire pour les autres. Ouais. Donc, 2e congé de maternité, on en a 2 à gérer, mais c'est pas grave, je veux organiser des mariages. Oui. OK. Mais, tu sais, ça a tellement été une planif intense, c'est sûr, en 2 mois, ça, organiser c'est un clair. mariage pour 100 personnes avec 2 enfants à la maison. Oui. Mon plus jeune avait 6 mois. Mais ça a tellement été que du bonheur, cette journée-là, cette préparation-là aussi. Puis mon chum, il est incroyable, mais au côté organisation, c'est 0. Puis il me dit, Marie, organise le mariage, je vais être là. Donc, tu sais, OK, ça a ben, été... c'est une bonne nouvelle. L'invité principal Ben oui, est là. c'est là. ça. Il a été là, puis il a dit oui. Fait que ça, c'est correct. Mais pourquoi 2 mois, en fait? C'était-tu Oh volontaire? my God, si tu savais. On a écouté, en fait, on est fiancés depuis à peu près 4 ans. OK. Mais, tu sais, c'était pas... oui, on s'était fiancés parce qu'on voulait se marier, mais c'était pas dans les plans nécessairement OK. dans les prochaines années. Ouais. Et on écoutait une soirée Love is Blind sur Netflix. Et mon chum m'a dit, ben là, pourquoi qu'on se marie pas cet été? Ah oui? OK, go! J'attendrai pas 3 fois avant que tu me demandes. OK, on le fait. Et intense comme t'es, c'est sûr que c'était comme, OK, parfait. C'est ça. Donc, on est au mois de mars. Nous, notre trip, Oh. c'était de se marier dans un chalet avec tout notre monde. Tu sais, c'était ça, notre trip. Donc, essayer de trouver un chalet pour 100 personnes au Québec, c'est pas facile. J'en ai trouvé un qui était pour 75 personnes. Donc, je me disais, OK, peut-être qu'on peut essayer d'envoyer des gens dormir ailleurs ou quoi que ce soit. Fait qu'on va le visiter. Mais la personne en charge nous a pas fait visiter le bon chalet. Oh non. Elle nous a fait visiter la coche au-dessus. Le manoir, qui Ah, était OK. magnifique. Penses-tu que c'était volontaire? Je pense que oui. OK. Ça, là, mon chum, oui. Mais il paraît que quand on mentionne le mot mariage, là, des fois, il y a une petite non, lumière qui s'allume. Là. Ben, c'est une des raisons pourquoi je me suis lancée OK. là-dedans, pour justement être les lumières des autres. Mais, donc, parce qu'on n'a pas visité la bonne place, mais que c'était Ben, c'est sûr. magnifique, C'est clair. j'ai dit à mon chum, c'est ça que je veux. Tu peux pas me dire, t'essayes une robe à 5 000, mais tu vas juste avoir un budget de 200 finalement. Non, ça marche pas. Donc, parce que c'est elle que c'est cet endroit-là que je voulais, on a rappelé la personne en charge, puis il nous a dit, ben, il est soit disponible le 31 octobre, non, je me marierai pas à l'Halloween, ou la fin de semaine du 7 mai.
Fait que là, on est comme, tu sais, il reste comme mars-avril. Je regarde mon chum, je dis, on le fait dessus. Il dit, hey, let's go, t'es capable. Bon, OK. Donc, on a renvoyé des saves de date, on a renvoyé le tout aux invités, puis en me disant, ben ça va être dans 2 mois. Puis je me rappelle, ma meilleure amie a dit, annule, fais ça l'année prochaine. Non, tu comprends pas, là. Je me marie cette année, c'est là. C'était là. Fait que là, clairement, la tête de cochon ressort, là, parce que c'est non négociable. C'est là que je... Fait que là... C'est la robe de mariée, c'est les robes des demoiselles d'honneur, c'est les... Tu sais, c'était beaucoup ça, réserver un gâteau, trouver une pâtissière qui est disponible. Tu sais, c'était énorme. Faire les décorations, c'est parce que c'est tout moi qui ai fait les décos aussi, donc c'était énormément de travail, mais comme tête de cochon, garde, let's go. C'est ça que je veux, c'est maintenant, go. Mais ça a été la plus belle journée de ma vie. Qu'est-ce qui t'a marqué, justement, de cette journée-là? Que tu te fais garrocher de l'amour du début à la fin. C'est magnifique. Ça a été le plus... Tu sais, ça a été le plus beau jour de ma vie et c'est pour cette raison-là que j'ai appelé ma compagnie « Le plus beau jour ». Parce que c'est clairement ça. Un mariage, c'est unique. Un mariage, c'est propre à chaque couple. Moi, je tripe sur le mac and cheese. Mon chum tripe sur les hamburgers. Ben, c'est ça qu'on a mangé. On a fait venir un food truck, puis ça a été ça qu'on a servi. Oh, ça nous a représenté du début à la fin. Donc, c'est unique. Ça a été nous en journée, on dirait. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Fait que c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans, pour bien accompagner les gens, pour que ce soit vraiment à la hauteur de leurs attentes. Puis comment ça se passe, là? Parce que ça aussi, c'est quand même récent, là. Ouais. Est-ce que... parce que c'est sûr que tu fais face à plein de défis, là. Ouais. En même temps, tu es comme l'éclaireur de tes clients, d'une certaine façon. Comment ça se passe jusqu'à maintenant dans cette nouvelle aventure-là? Je te dirais que j'adore parce que le côté en enseignement que j'aimais le plus, c'est la planification. C'est exactement ce que je fais, mais pour des mariages. Tu sais, je suis très, très, très structurée. Puis, un peu comme Moms, je suis pas allée me comparer avec d'autres planificatrices. J'ai vraiment fait ce que moi, je pensais qui me rejoignait dans mes valeurs, puis dans mon fonctionnement, puis comment j'aurais aimé être accompagnée. Okay. Et c'est sûr que, tu sais, au niveau de l'horaire, c'est intense parce que j'ai mes garçons à la maison. Donc, moi, mes rencontres virtuelles que je fais avec mes futurs mariés, c'est pendant la sieste puis en soirée. Fait que des fois, j'ai des journées assez intenses qui commencent à 6 puis qui se terminent à 9 puis que j'ai juste comme jamais arrêté. Mais j'aime tellement ça. Tu sais, mes futurs mariés, ça devient mes amis. Tu sais, puis je leur dis, je suis votre deuxième cerveau. Je m'assure toujours que la journée même, vous avez jamais les mains vides, que vous allez passer la plus belle journée de votre vie. Mais c'est ça que je veux, tu sais. Parce que c'est ça, j'ai pas vécu cette expérience-là. J'ai été témoin quand même de plusieurs mariages. Puis souvent, ce qu'on constate, c'est comme ça va tellement vite. Puis souvent, quand tu es très impliqué dans l'organisation, tu vois comme t'en profites comme non. pas. Exactement. Puis en plus, si je regarde mon mariage, qui était le plus beau jour de ma vie, mais à mon mariage, j'étais la mariée, j'étais l'organisatrice, mais j'étais aussi la maman d'un petit coco de 6 mois puis d'un garçon de 2 ans et demi. Donc, il y avait ce côté-là aussi qui était très intense pour moi. J'ai été pris de... J'ai été quasiment une semaine à dormir des 12-13 heures parce que j'étais vidée de mon énergie. Ça, oui. Le voyage de noces existe pour une raison. Je te le dis. Pour se remettre de son mariage. Mais oui, c'est ça. Tu sais, c'est quelque chose que justement, tu sais, ça a une journée qui passe vite. Juste la prise de photos. Si je te donne une anecdote de mon mariage. Mes garçons, tu sais, j'avais magasiné longtemps pour trouver un kit sauge qui était habillé pareil, mais qui était pas kitten. Puis, tu sais... Ben, le lendemain de mon mariage, je me suis rendu compte que j'avais pas de photos de mes 2 garçons ensemble. C'est fâchant de dire, je vais pas rhabiller mes enfants le dimanche pour rappeler la photographe et dire, hey, peux-tu venir dans... Ça me fait pas de sens, tu sais. Fait que c'est plein de petits trucs que je me suis dit, non. Tu sais, il faut que j'accompagne. Fait que moi, dans mon plan de mariage, on a une rencontre où on jase de prise de photos. Tu veux des photos avec qui? Qui est important pour toi parce que tu veux pas te rhabiller le lendemain. C'est ridicule, là. On s'entend, là? Oui. Oui, puis là, c'est ça. Il y a comme quelque chose de choquant parce que c'est un... Tu sais, je présume qu'on les voit sur les photos, mais juste... Mes 2 petits boys ensemble, ça aurait été tellement beau. Puis Miko, tu sais, il me le demande souvent des photos avec son frère. Donc, tu sais, ça peut paraître vraiment banal, mais c'est tellement une journée qu'on investit beaucoup de sous, beaucoup de temps. Tu sais, tu veux pas avoir des oublis comme ça. Il va arriver, ça va arriver, mais le moins possible. Donc, le rôle d'une organisatrice qui vient vraiment, comme j'ai dit tantôt, être ton deuxième cerveau, t'accompagner du début à la fin, puis t'enlever cette pression-là. Tu sais, moi, j'ai une cliente qui me dit
« Hey, Marie, depuis qu'on t'a engagée, je dors le soir. » Hey boy. Tu sais, parce que ça devient stressant. Là. Moi, mes mariés, en janvier, quand ils se marient cet été, là, le stress commence à monter parce que c'est dans 6 mois, là. En tout cas, toi, t'as pas... Ben, je sais pas si t'as eu le temps de stresser Non. en 2 mois. Non. T'as juste foncé. Genre, go. C'est ça. On le fait, puis... Voilà. mais c'est ça, t'es échappé des mini-détails comme ça. Exactement, ouais. Fait que là, tu sers à ne plus que ça arrive. Exact. Est-ce que tu as réfléchi, justement, quand tu t'es lancé là-dedans, ou c'est comme, encore là, c'est ton instinct? Hey, j'ai le goût de faire ça, go! Bien, j'y ai pensé de me lancer dans l'événementiel. Ouais. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais. Tu sais, j'ai toujours été celle qui organisait des surprises, qui organisait, tu sais, qui prenait en charge les 50e de maman. Tu sais, ça fait partie de moi. Ça, je le sais. Tu sais, mon chum, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 4 surprises que je fais. Là. Un moment donné, il est comme le mari, ça fait, là. J'ai comme compris le principe que t'es capable d'en organiser, tu sais. Donc, Oh mon Dieu! j'aime ça. Tu sais, ça me fait plaisir de l'organiser. Fait que je me dis, ben, tu sais, si c'est... Pour moi, dans la vie, travailler, il faut le faire avec plaisir. Oui. Tu sais, c'est important. Donc, ben j'ai du plaisir, je travaille pas, tu sais. Puis j'ai des clientes qui m'écrivent, hey, je m'excuse de te déranger. Non, tu me déranges pas. J'aime ce que je fais. Donc, n'importe quand, je reste disponible 7 jours sur 7 pour mes futurs mariés. C'est beau de t'entendre parce qu'on voit, peu importe, tu sais, dans quoi tu t'es impliqué, dans quoi tu t'es lancé, on sent que ça fait briller tes yeux, là. Tu sais, on sent que c'est très, très viscéral. Oui, ben avec passion, puis je suis sur mon X, vraiment. Et justement, ça m'amène, en fait, dans une période de ta vie où ça a été... je dirais que là, c'est ta résilience et le côté battante, là, tu sais, le courage, parce que tu parles de tes 2 garçons avec énormément de tendresse, un beau sourire. Par contre, ton parcours de maman n'a pas été un long fleuve tranquille ou un conte de fées, là. Non. Et ça, je trouve ça important d'en parler parce que, justement, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait tantôt, avec les réseaux sociaux, avec cette espèce de façade-là, que on a comme une espèce... Mais moi, en fait, je suis pas encore maman, j'y songe, puis je regarde tout ça, puis j'essaie de garder quand même une distance, là. Je pense que d'avoir une distance avec les réseaux sociaux, c'est sain, puis c'est juste comme, OK, on en prend, puis on en laisse. Ouais. Mais il reste qu'on idéalise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce rôle-là, sans peut-être, des fois, pas bien le comprendre ou même être conscient qu'il peut avoir des épreuves plus grandes qu'on le pense, là. Définitivement. Ça peut venir avec ça, puis on n'en parle pas assez. Je trouve, ben, il y a quand même un changement de vapeur. Tu sais, on le sent. On sent là, qu'il y a un mouvement d'ouverture, autant pour les mamans que pour les papas qui vivent ça. Mais où je veux en venir, c'est que dans ton parcours, tu as vécu 6 fausses couches. Exactement. Qui ont été différentes aussi, là. Ouais. Tu sais, il y a différentes façons de faire une fausse couche. Puis je trouve ça vraiment important qu'on en parle parce que ça montre la résilience et plus on en parle, plus on se sent moins seul. Oui. Puis je pense que tu es une bonne voix pour nous expliquer ça. Bien, tu vois, tu sais, dans ma communauté Moms, j'en parle beaucoup aussi de ce deuil-là, parce que, mon Dieu, que quand tu le vis, tu te sens complètement seule. Puis c'est assez... comment je peux dire? Ça fait peur quand tu en parles. À chaque fois que j'en parle, j'ai au moins une 20aine de messages de mamans qui sont en train de le vivre. Il y en a de plus en plus. C'est assez intense. Normalement, les chiffres disent que c'est une grossesse sur 4 qui se termine en fausse couche. Et là, on le voit que ça s'en vient quasiment une grossesse sur 3. Oh! Donc, c'est important. Puis, tu sais, on est vraiment dans le... Je pense que c'est tabou parce qu'on se fait dire, bien, parle-en pas avant la 12e semaine, garde ce secret. Mais c'est ça qui amplifie ça parce que si on n'en parle pas, tu sais, je me serais jamais vue ne pas dire à personne que j'étais enceinte, à part mon chum, bien évidemment, de faire une fausse couche, mais de pas le dire.
Mais tu vois, quand je commence à en parler, j'ai une voisine, j'ai une amie du secondaire. Tu sais, c'est tout du monde qui sont relativement proches de moi, qui ont passé à travers ça, mais que je le savais pas. Puis probablement que plus qu'on va en parler, plus que les gens vont commencer à en jaser, puis juste d'en parler, juste de... Tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui me disent « Marie-Ève, juste de t'en avoir parlé, d'avoir écrit mon histoire me fait vraiment du bien. » C'est important d'en parler. Parce que c'est ça, il faut comprendre ce désir-là d'avoir des enfants. Il y en a il y en a qui en ont pour différentes raisons, mais dans ton cas, c'était vraiment là, fortement présent, autant pour toi que pour ton chum. Et est-ce que ce désir-là d'avoir des enfants a toujours été présent? Pour moi, je suis enfant unique. Mon chum est enfant unique. En fait, il y a une demi-sœur, mais de 15 ans. Fait qu'ils ont un peu plus que 15 ans de différence. J'ai toujours aspiré à avoir une famille nombreuse. Je demandais un frère ou une sœur à Noël, moi. C'est ce que je voulais, puis c'est ce que j'espérais le 25 décembre. Donc, pour moi, c'était pas juste d'avoir des enfants, mais c'était d'en avoir plus que 2. Ça, c'était non négociable, puis ça a été dit avec mon chum quand on a commencé à se fréquenter. Tu veux des enfants? Oui, OK, combien? Tu sais, ça avait dit un, j'aurais fait, t'es capable d'aller à 2 ou 3. OK. Puis, avec ce que j'ai vécu, surtout la première fausse couche, il fallait vraiment que je sois déterminée d'avoir des enfants parce que je connais beaucoup de personnes qui auraient fait « OK, ça, c'est pas pour moi, on passe à autre chose, puis merci, bonsoir. » là. Oui, puis en même temps, c'est correct parce que chacun écoute sa limite. Ouais. D'un autre côté, on n'en parle pas beaucoup encore, ce qui fait que, je pense qu'il y a un gros aspect de... Puis je parle peut-être à travers mon chapeau, mais de ce que j'en comprends, de honte et de culpabilité qui vient avec ça, alors que souvent, c'est le corps, c'est la sélection naturelle. Ça dépend, on va approfondir justement les différents types que tu as vécu parce que je pense que c'est important de le verbaliser. Mais ça, ce sentiment-là, en tant que future maman, là, ça doit être terrible. Puis tu vois, je viens d'avoir le flash quand tu en parlais. Je pense que ça vient aussi beaucoup de quand tu apprends que tu es enceinte, là, tu vas chercher plein d'informations sur Internet, puis là, ça dit pas boire de café, pas boire d'alcool, pas t'entraîner, pas... Tu sais, il y a comme plein de choses à ne pas faire. Puis là, quand tu vis la fausse couche, tu te dis « Ah! C'est-tu parce que j'ai fait ça? C'est-tu parce que j'ai mangé du chorizo hier midi, là? Ouais. C'est-tu parce que j'ai mangé du fromage qu'il fallait pas? » Tu sais, c'est à la place de focuser sur qu'est-ce que tu devrais faire, à la place de... Tu sais, toute cette liste de « fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça », ça vient un peu jouer dans notre tête, puis ça amplifie la culpabilité chez la maman qui va passer à travers ça. Là. Oui. La première fausse couche, oui. T'étais rendue à Québec, t'avais pas de médecin, il n'y avait pas d'accompagnement. T'as été barouettée, là. Je pense que c'est le mot qui définit ce que tu as vécu. Puis peux-tu nous expliquer justement toute cette première péripétie-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance, puis ça, c'est encore une fois, c'est une chance de tomber enceinte rapidement. On voit beaucoup aussi de... L'infertilité, exactement, ou des gens que ça prend beaucoup plus de temps que moi. Fait que j'ai eu cette chance-là de tomber enceinte quand on s'était décidé qu'on voulait... que ça allait arriver quand ça allait arriver parce qu'on contrôle pas ça. Je suis tombée enceinte rapidement, juste avant Noël. J'ai su que j'étais enceinte. Donc là, qu'est-ce que tu penses qu'on a fait à Noël? On a annoncé à tout le monde que j'étais enceinte. Et j'avais une échographie. Je suis allée dans une clinique sans rendez-vous parce que j'avais pas de médecin de famille, comme tu l'as dit. Ils m'ont prescrit une échographie de datation qui est entre 6 à 8 semaines pour voir à peu près le nombre de semaines que tu as de fait. En arrivant à l'échographie, le technicien, le technologue, en fait, me dit « On voit pas le petit cœur qui clignote, mais il est peut-être juste trop tôt. Peut-être que tu es à 5 semaines au lieu de 6, donc reviens dans 2 semaines. » Donc là, tu passes 2 semaines un peu de boîte. Un peu houleux, là. Tu sais, on t'espère, mais... Tu sais, puis je pense que la première fausse couche, j'étais plus dans l'espoir que d'être négative, parce que, comme je te dis en début d'entrevue, je suis quelqu'un qui voit le verre souvent à moitié plein, mais plus souvent à moitié plein qu'à moitié vide. Je suis revenue 2 semaines après, et le technologue me dit encore, on voit pas le petit cœur qui clignote encore, mais peut-être que t'es trop tôt, reviens dans 2 semaines. Là, à un moment donné, c'est parce que mon chum, qui est très rationnel, me dit, ben là, c'est parce que on l'a pas vu il y a 2 semaines, puis si tu aurais été à 5 semaines, ben là, tu serais rendu à 7 semaines. Je veux dire,
le petit cœur clignote, puis on le voit, là. Donc, mon chum commençait à être un peu... Lui, il commençait à avoir des doutes aussi, ben, là. tu sais, c'est ça. Puis là, après ça, tu essaies de pas laisser ton hamster rouler, mais rendu là, c'est ça. Et ça faisait 6 semaines, puis là, j'étais tannée. J'étais tannée de me ramasser dans soit les cliniques d'échographie ou d'avoir un rendez-vous avec un médecin qui me suit pas, que pour lui, je suis juste un numéro, quoi que ce soit. Donc, je me suis tannée, je me suis ramassée à l'urgence en disant, je suis enceinte, j'ai mal au ventre, qu'est-ce qui se passe? Je te dirais que j'avais pas tant mal au ventre, mais je voulais absolument savoir ce qui se passait dans mon ventre. Je pense que j'ai attendu quasiment 15 heures à l'urgence. J'ai eu tu sais, les médecins à l'urgence n'ont pas la technologie pour faire une échographie. Fait qu'ils m'ont fait une écho avec une petite machine vraiment minuscule, puis ils m'ont dit on voit pas grand-chose, reviens demain. Donc, je suis retournée le lendemain. J'ai pas très bien dormi, on s'entend. Et on m'a confirmé que c'était un œuf clair. Un œuf clair, dans le fond, c'est une fécondation qui a lieu, mais l'œuf a arrêté de se développer. En fait, la division cellulaire, si je vais vraiment dans des termes médicaux, là, oui. Dans le fond, cette division-là a arrêté. Donc, la médecin me propose 3 options. Soit que tu attends, puis ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Je suis enseignante à ce moment-là. Je vais pas attendre de faire une fausse couche devant mes élèves. On s'entend. L'autre option qu'on me donne, c'est un curetage, mais on me dit qu'il y a plusieurs effets négatifs. Ça peut rupturer une trompe, on y va dans vraiment l'extrême, ou tu peux prendre la médication. Bon, ben là, ça a l'air, dans les choix qu'ils m'ont offert, celle que j'ai prise, c'était la médication. Donc, tu retournes chez toi avec tes petits médicaments à prendre à la maison toute seule, comme ça. Et la médecin m'a dit, juste avant que je parte, elle dit « C'est pas efficace, tu reviendras demain, on va te vider l'utérus. » Eh mon Dieu. OK. Là, j'ai comme eu un 2 minutes, puis j'ai explosé. Jamais devant la médecin, mais dans l'auto en me disant « Vider mon utérus, c'est mon bébé. » Moi, quand j'ai vu le plus sur le test de grossesse, j'étais maman. Mon chum est devenu papa quand il a eu Miko dans ses bras. Mais moi, maman, ça a été à ce moment-là. Donc, depuis le mois de décembre, moi, je suis maman. On est rendu pratiquement début février. Donc, ça a été très difficile d'entendre ces termes-là de vider l'utérus. Et on a un suivi 2 semaines après cette prise de médication-là. Et encore une fois, pendant une échographie, le technologue me dit « Il reste encore des morceaux de placenta, mais c'est pas grave, la vie va bien faire son cours, ça va sortir. » Moi, je peux pas rien dire, je peux pas rien faire. Je fais confiance, on s'entend. Et j'ai des segments. J'ai saigné pendant 6 semaines et j'ai mal au ventre. Ben voyons donc. Après 6 semaines... Là, je me dis, je vais faire un test de grossesse. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe-là, parce que clairement, si j'ai saigné 6 semaines, il y a comme rien qui s'est passé à ce niveau-là, là. Mais le test est sorti positif. Et là, je me dis, il y a de quoi qui marche pas, là. Je peux pas être encore enceinte, mais saigner, mais, tu sais, j'ai eu la prise de médication, il y a des énormes morceaux qui sont sortis. Je vais dans les détails, là, je suis désolée, Et je retourne à l'urgence, parce que clairement, ça va pas. On me refait une échographie, on me monte tout de suite au département d'obstétrie et on me dit « T'as des morceaux de placenta, mais parce que ça fait 6 semaines, ils ont cicatrisé dans les parois de ton utérus. » Ah, OK. Fait que la médication, clairement, n'a pas fait effet correctement. Donc, ce qu'on va faire, on revient demain, tu vas rencontrer une gynécologue. Donc, je reviens le lendemain. Et on me dit, ben là, ça va prendre à peu près un délai de entre 2 et 6 semaines pour avoir une hystéroscopie. L'hystéroscopie, dans le fond, c'est une caméra avec un laser qui vient vraiment voir et brûler aux bons endroits. Là, je me dis, je peux pas attendre 6 semaines comme ça, là. Ça fait déjà 6 semaines que ça n'a pas de sens, là. Et quand tu fais une fausse couche, quand tu veux vraiment avoir un enfant, t'as juste hâte de pouvoir commencer à réessayer. Ouais. C'est là où tu es. T'essaies de focusser justement sur le positif, puis tu te dis, ben je vais l'avoir mon bébé. Donc, j'ai été chanceuse. J'ai attendu juste 2 semaines, heureusement. J'ai eu l'opération et je me suis réveillée pendant l'opération. Oh non. Fait que ça a été l'anesthésiste qui m'a vu pleurer parce que c'est tout ce que je réussissais à faire parce que ça faisait vraiment mal.
et qui a réussi à me rendormir à ce moment-là sur la table d'opération. J'avais une flamme dans le ventre. Et l'infirmière, à mon réveil, m'a dit « C'est beau, tu peux quitter. » Puis là, moi, j'avais faim. Mon Dieu, tu peux quitter. Ouais, tu peux quitter. Puis là, j'ai dit « Là, j'ai faim, est-ce que je peux manger? » Elle a dit « Oui, tu peux aller manger. » J'ai dit « N'importe quoi. » Elle me dit « Ben oui, n'importe quoi. » Point d'interrogation dans la tête à mon chum, mais on me dit qu'on peut manger n'importe quoi. Je me suis ramassée au Cacao 70 à manger une gaufre, extra chocolat, extra... Oui, pour faire du bien à ton petit cœur. Et puis, finalement, ben fallait pas manger après une opération. Fait que j'ai été malade dans le restaurant devant tout le monde. Donc, c'est ça qui conclut, en fait, ma première fausse couche. Hey, écoute, pour écrire un livre juste avec la première, là, je suis un peu... Ouais. OK. Ouais. Hey, ça me... On dirait que ça me fait mal à mon petit cœur autant pour que tu aies dû traverser ça, mais aussi par rapport à notre système de santé qui a besoin d'amour et beaucoup de... C'est ça, qui est malade, notre système de santé, parce que, je veux dire, ça reste qu'on gère des humains, puis je veux dire, il y a tellement des anges gardiens, on les appelle pas pour rien. Oui, là, c'est pas ça que je dis, mais on sent quand même que dans le système, il y a des lacunes, parce que là, que tu sois jeté à toi-même de cette façon-là, oui, tu peux manger ce que tu veux, finalement, ça part. Tu sais, je veux dire, c'est quand même bizarre qu'elle t'ait dit ça parce que, je veux dire, c'était une grosse opération. T'as été réveillée durant. Tu sais, je veux dire, ton corps, il a vécu un choc. Il me semble que tu m'apportes des biscuits soda puis une petite soupe poulet et ça, nouilles, là, pas de nouilles, là. Tu sais, parce que ton système, tu sais, c'est pas rien, là, comme intervention. Fait non. Juste ça, là, OK. Puis là, tu te dis, il y en a eu 5 autres. OK. Ouais. Bon, Ouais. mais là, à travers ça, il y a eu un peu de lumière parce que t'as eu ta première grossesse. Ouais. Mais ta première grossesse n'a pas été de tout repos quand même. Là. Mais ta première grossesse, celle qui a mené à Nicolas. Oui, exactement. Ouais. Ça n'a pas été de tout repos parce qu'à partir de 20 semaines, je commençais déjà à avoir des contractions, des fausses contractions, donc pas douloureuses, mais mon ventre devenait vraiment dur. Mais comme 20 à 30 contractions par jour. Et moi, à ce moment-là, j'avais été retirée du travail parce que je n'étais pas immunisée contre la 5e maladie. Oui. Donc, je travaillais avec mon chum à ce moment-là parce que je ne pouvais pas rester à la maison à rien faire. Donc, j'allais au bureau avec mon conjoint. Et à mon rendez-vous de 20 semaines, je le mentionne à ma médecin, tu sais, en disant « j'ai des contractions, je sais pas trop ». T'es-tu accompagnée à ce moment-là? T'as-tu trouvé un médecin entre-temps? Ben, j'ai un médecin qui me suit pour mes grossesses seulement. Au moins, il y a quelqu'un qui chapeaute, là. Une amour. Docteur Laberge, bonjour. On la salue. Oui, c'est ça. C'est une perle, elle est hyper douce, je l'adore. Et elle me dit « OK, mais je vais regarder, tu sais, juste au cas ». Et effectivement, elle me dit rien à ce moment-là, mais elle me dit j'aimerais ça que tu ailles passer une échographie au CHUL. Donc, traverse, amène ton chum, puis tu vas passer là-bas. Bon, une écho, c'est le fun. Je vais voir mon bébé, tant mieux. Et en arrivant à l'accueil là-bas à l'obstétrique, on me fait pas passer par le chemin naturel vers les échographies. On m'amène en arrière, sur un lit d'hôpital. Et là, on me met un espèce de... On appelle ça un monitoring. Donc, ils viennent entendre le cœur du bébé. Ils regardent aussi si j'ai des contractions. Et là, mon chum qui dit à la blague, ça faisait quasiment 1 heure qu'il calculait mes contractions et le cœur du bébé. Puis il dit, mon Dieu, Marie, à manger de même, tu vas passer 1 semaine ou 2 à l'hôpital, tu sais. Et l'infirmière regarde mon chum puis elle dit « Ben, c'est un peu ça. » Et là, mon chum qui se met à rire, mais un rire incontrôlable, genre, nerveux, là, dire « Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. » C'est qu'en fait, mon col avait déjà commencé à dilater. Donc, j'étais ouverte à quasiment 2 cm. Et à 20 semaines, le bébé, il est pas gros. Ben non. Donc, si je partais en travail, ça aurait pris quasiment 15 minutes et bébé aurait été là. Eh mon Dieu! Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont alitée à l'hôpital pendant 1 semaine pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'évolution à tout ça. Et après ça, parce que j'habitais proche de l'hôpital, ils m'ont retournée à la maison, mais alitée. Donc, je ne pouvais pas être debout, je ne pouvais pas prendre ma douche debout. C'était vraiment soit assis ou dans un lit. OK. À partir de 20 semaines. Pendant combien de temps, ça? Jusqu'à 36. Ouais. Donc, pour l'hyperactive en moi, qui danse, qui s'entraîne, qui enseignait à l'école de danse à ce moment-là, je ne pouvais
plus rien faire, je pouvais plus m'entraîner, c'était plus de ménage, plus de faire des longs repas, absolument pas. Non, mais là, je veux juste qu'on rappelle à tous ceux qui nous écoutent l'intense femme que j'ai devant moi. Et comme, c'est quoi, ça équivaut à quasiment 16 semaines, donc 4 mois. Non, non, Ouais. non. Ouais. Mais là, je veux dire, hey, t'as-tu le temps de penser ça dans ça? Ah non, hey, je me Mais suis qu'est-ce mise que à la t'as- couture, j'ai tricoté, j'ai jamais fini mon truc de couture. Puis tu sais, au début, j'ai pleuré ma vie parce Ah, que là, c'est sûr, c'était mais pas de là- shower. C'était pas, tu sais, mon shower, moi, c'était à Montréal, donc là, oublie ça, je peux pas faire de route, il était hors de question. Pas de shooting de maternité non plus. Tu sais, c'était comme beaucoup de petits deuils que je devais faire qui semblent très banals, mais Ouais. sur le coup, avec tes hormones de grossesse dans le tapis, c'était comme la fin du monde, tu sais. OK. Puis mon chum qui me disait, ben voyons, Marie, tu sais, profite-en, repose-toi, oui, mais du Netflix, puis des livres, là, Ouais. comme j'ai fait le tour. Puis tu sais, des fois, mon chum partait avec nos amis super au resto, puis c'était comme... Mais non, tu peux pas, c'est ça. Ouais. Puis même toi aussi, de garder une certaine autonomie, ça devait être très difficile parce que je Ouais. présume que, tu sais, mettons que, je sais pas, moi, tu passes du lit au divan pour écouter quelque chose, mais tu peux pas être des grandes... tu sais, il faut que tu sois majoritairement assise ou couchée, là. Ouais. Tu sais, Oui, même puis- tes transitions devaient être quand même assez brèves. Puis à un moment donné, t'as plus de position, là. Être assise ou couchée, à un moment donné, t'es tannée, t'as juste envie de te mettre debout, puis, tu sais, de faire quelques squats, là. Mais là, c'était absolument pas. J'avais une infirmière qui venait à chaque semaine chez moi, puis non, c'était... Jusqu'à 36. Et à 36 semaines, le bébé est considéré comme à terme, donc Ouais. beaucoup moins de risques d'accoucher prématurément. Il me faisait même visiter l'unité de néonatalité au CHUL, puis tu sais, c'était quelque chose. Je lisais beaucoup sur si on avait un bébé prématuré, grand prématuré, très grand prématuré. Mon Dieu. C'était, tu sais, c'est beaucoup d'anxiété à ce Oui. moment-là. On l'appelait notre petit poulet pressé à ce moment-là. Et à 36 semaines, ça m'a mené à peu près juste un peu avant Noël. Pour ceux et celles qui connaissent Place Laurier, Place Sainte-Foy, donc 3 gros centres d'achat sur Laurier à Québec. La journée que j'ai eu mon congé d'être alité, j'ai fait les 3 centres d'achat pour aller magasiner mes cadeaux de Noël et j'ai barré dans le bain parce que j'avais mal au dos. Hey, c'est sûr, tu penses 4 mois à l'été, puis là, ouais, on fait Let's go. une tournée des... Mais gars, vois-tu, tu me dis ça, puis ça me surprend pas du tout, là. Ouais. On commence à comprendre le personnage, mais tu sais, c'est comme... Voilà, c'est moi. c'est tout pas pantoute. Là, c'était comme, ben on règle ça aujourd'hui. Let's go, J'ai tout mon au complet. congé. Aucunement progressif. Non, ton affaire. non, ben non, let's go, on marche, let's go la grosse. Oh là là. Fait en tout cas, bref, ça s'est terminé avec un beau garçon Oui. qui c'est Qui a eu tout 3 récent. ans hier. 3 ans au moment Ouais. où on enregistre. Fait Ouais. que c'est extrêmement... Oh, ça fait comme du bien Ouais. de savoir. Mais là, Ouais. l'affaire, c'est que c'est pas fini. Non, Non, il en c'est reste ça. 5, ouais. Donc, heureusement, ton premier garçon va bien. Mais là, c'est sûr que, bon, ce désir-là de fonder une famille nombreuse reste encore présent. Et de les avoir collés aussi. Ah, OK. Ça, c'était quelque chose qu'on tenait, tu sais, parce que nous autres, on s'était mis une barrière mentale à 35 ans. Ah, OK. Mon chum, quand il a 35 ans, notre famille, elle est terminée. Eh, mon Dieu, pas intense du tout. Non, mais non, hein, jamais. En se disant, on veut retrouver, tu sais, pas un semblant de vie, mais être capable de voyager avec les enfants, avoir de l'énergie, être capable de se mettre à 4 pattes. C'est puis ça, de donner un blitz, mais Oui. tu sais, qu'il soit collé puis qu'il puisse grandir. On est dans les couches Ouais. all-in, on va Ouais. être toutes dans le même espèce de mood, puis après Ouais. ça, ben on enlève Une les autre choses étape, de bébé, ouais. puis on comprends. vide, là. Mais c'est ça. Là, le deuxième n'est pas arrivé, Non, tout de non, suite. non. Puis d'ailleurs, quand j'ai fait des recherches un peu sur les fausses couches, tantôt on parlait de 1 sur 4. Ouais. Mais j'ai lu un article dernièrement de Québec Science Ouais. qui vient d'une spécialiste justement qui s'occupe des enfants. Puis elle disait que ce que ça disait dans l'article, c'est à peu près 20 000 Québécoises par année qui vivent ça. Puis dans le monde, ça équivaut à 23 millions de C'est femmes. terrible. J'ai des frissons quand t'en parles. Et ça équivaut à une fausse couche aux 44 secondes. C'est terrible. C'est Ouais. énorme, là, parce que là, c'est ça. Ton périple n'est pas fini. T'es retombée enceinte quand même assez rapidement Ouais. après ton premier. Mon premier avait 6 mois quand j'ai appris que j'étais enceinte du deuxième, comme j'espérais.
ça a été quand même un début de grossesse quand même bien. Tu sais, j'étais pas trop fatiguée. Puis c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille puis qui m'insécurisait. Parce que je me disais, si j'ai pas beaucoup de symptômes, est-ce que ça veut automatiquement dire que je fais une fausse couche? Tu sais, quand t'as moins de... Oui, quand c'est moins intense. Exactement, quand t'as moins d'hormones et quoi que ce soit. Mais tu sais, j'étais encore saine dans ma tête, dans le sens où j'avais juste fait un test de grossesse qui était positif. Bon, j'étais enceinte. Parce que ça, on y reviendra un peu dans la santé mentale, là. Oui. J'ai appelé ma médecin de famille, celle qui m'avait suivie pour mon garçon, puis j'avais demandé une écho de datation pour savoir justement est-ce que le cœur clignote. Oui. Et elle m'avait dit non, moi je fais pas d'écho pour rien. Tu sais, dans le sens que Ben là. on fait tellement d'écho pour trop de choses qu'à un moment donné, tu sais, laissons la vie faire les choses, puis on fera un écho à 12 semaines, parce que même si on fait un écho à 6 semaines, ça veut pas dire qu'on va se rendre à 12. Donc elle préfère faire une écho à 12 pour le... En tout cas, c'est son opinion. Bon. Et donc, je me dis, OK. Donc, moi, j'essaie de me dire, ça va bien aller, c'est correct, tu sais, sois positive avec tout ça. Et à 12 semaines, qui était en pleine pandémie, j'ai pas pu aller faire l'échographie avec mon chum. Donc, mon chum était dans la voiture avec mon bébé à ce moment-là. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là, c'est assez intense. Et tu te couches dans la salle qui fait noir, puis j'avais comme un mauvais feeling où je trouvais que c'était froid. Okay. Tu sais, comme pas dans les pièces d'écho, mais dans celle-là particulièrement, je trouvais que c'était comme, je sais pas... L'énergie de cette pièce-là... Je la filais pas, là. Okay. Et le technologue s'assoit à côté de moi, et c'est silence radio. Mais quand je dis silence, il ne dit pas un seul mot. Il t'a même pas salué. Il me dit bonjour. Ah, okay, mais, tu sais, il commence à faire le test, puis, tu sais, habituellement, c'est enceinte de combien de semaines, comment ça va, rien. Puis là, moi, mon cœur commence à pomper. Et quand tu as une échographie, normalement, tu as la télévision qui est en face de toi. Donc, tu vois ce que le technologue voit en arrière de toi. Et je vois un bébé, mais qui est comme... Normalement, la tête regarde vers le haut, mais là, le bébé flotte. Donc, je me dis, c'est quand même juste ma deuxième écho dans la vie à 12 semaines. Tu sais, j'ai eu Miko, mais là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Et le technologue dit absolument rien. Peut-être qu'il n'a pas parlé pendant 30 secondes, mais moi, ça m'a paru comme... Une éternité. Ah, ça a été horrible. Là, mon chum qui m'appelait en FaceTime parce qu'il voulait voir, mais je voulais pas répondre parce que là, il parlait pas, fait que j'étais comme malaisée. Et il me dit que le cœur du bébé avait arrêté de battre il y a à peine une semaine et j'étais rendue à 12 semaines. Donc, le cœur aurait arrêté de battre à 11 semaines. Et il me dit, ça va être ça, je suis désolée, puis il quitte la salle. Hein? Ça a été ça. Tu sais, c'était en pleine pandémie aussi, donc, tu sais, masque, ne peut pas me serrer dans ses bras non plus. Tu sais, c'était très... Et c'est là que je suis sortie, essayer de retenir mes larmes, parce que là, mon chum n'est pas là, puis je suis très orgueilleuse dans la vie, donc je voulais pas que personne voie que j'avais de la peine. T'as envie de pipi de manière effrayante, parce qu'à 12 semaines, il faut que tu boives comme 2 litres d'eau avant de faire l'écho. Je me suis effondrée quand je suis arrivée à la voiture, donc mon chum a clairement vu que c'était pas des bonnes nouvelles. Et je me souviens, cette journée-là, il mouillait à Sio et je suis tombée assise par terre dans l'eau. C'était comme le ciel qui me tombait sur la tête, littéralement. On voit l'image. Là. Ouais. Oui. Et ma médecin, qui me rappelle le soir, elle dit « Ah, je suis désolée, j'ai eu la nouvelle. J'ai envoyé ta requête au CHUL pour un curetage. Tu vas avoir ton rendez-vous et ton appel d'ici 2 à 3 semaines. » 2 à 3 semaines. Là, je raccroche. Et là, je dis à mon chum, je dis, ça se peut pas. Je vais pas passer 2 à 3 semaines avec mon bébé décédé dans mon ventre, là. Ça, je peux pas, là. Et là, t'as cette crainte-là, puis je m'excuse encore, je vais aller dans le détail, de faire une réelle fausse couche dans le sens où la nature fait ses choses, donc de voir mon bébé dans les toilettes, c'est horrible comme feeling, c'est l'enfer. Et quand je me suis fait appeler pour avoir mon curetage, mon chum n'était pas admis, encore une fois, parce que c'était la pandémie. Et tantôt, on parlait qu'il y avait des petits anges. J'ai eu une infirmière qui m'a tenu la main du début à la fin, qui essuyait mes larmes pendant l'intervention parce que le médecin qui a fait l'intervention me disait « Attention, je vais partir l'aspirateur. » Oh! Donc, ce terme-là qui est fort, là, comme mot, horrible. Là.
Et quand ça part vraiment comme une Dyson, là. Donc là, je me suis mise à pleurer comme ça se peut pas et ça fait mal parce que moi, la médication qu'ils m'avaient donnée pour comme endormir la douleur avait pas fait effet. On se rappelle que toi, tu te réveilles en pleine... Oui, c'est ça. Fait que clairement, je pense que j'ai quelque chose avec l'anesthésie, là. Mais l'infirmière a baissé son masque, me faisait un sourire, elle m'a serré dans ses bras après l'intervention, donc... Merci à cette dame-là qui a été plus qu'humaine à ce moment-là, qui a été vraiment un ange pour moi. Mais c'est ça. Donc, je suis retournée à la maison. J'ai fait une sieste je pense que j'ai dormi 5 heures cet après-midi-là. Puis je me suis réveillée avec comme un poids de moins parce que je savais que là, c'était fini. Là, la page, elle était tournée. Je pouvais commencer à vivre ce deuil-là. Puis heureusement que j'avais mon garçon pour me ramener dans le moment présent puis de me dire « Hey, j'ai au moins cette chance d'avoir mon bébé de 6 mois. » Là. De revenir dans la gratitude, même si... Parce que, justement, bon, là, c'est la deuxième. Il faut avoir une résilience après pour décider de se rembarquer là-dedans. Ouais. Parce que 2, c'est déjà énorme. Ouais. T'sais? Oui, puis encore une fois, j'ai une tête de cochon assez intense. J'avais pas envie de rentrer dans le côté médical. J'avais pas envie d'aller faire une batterie de tests, de faire des tests d'ovulation. Pour moi, c'était pas ça. J'avais pas envie de rentrer dans ce côté-là. Donc, si on avait un autre enfant, c'était encore de manière naturelle. Oui. Puis, tu sais, j'étais entêtée par rapport à ça. Là. Au même titre que mes accouchements, moi, je les fais sans épidural. Je suis tête de cochon parce que ça peut nuire à l'allaitement. Si je tiens à l'allaitement, donc si ça peut nuire à l'allaitement, il y a hors de question. Fait que moi, c'est... OK. Fait que ça, c'est mordicus, c'est ce que tu as décidé, puis... Stick to the point, Ouais. c'est ça que je veux. Ouais. Il y a beaucoup de place à l'écriture dans ta vie, surtout à travers autant les beaux moments que les moins beaux moments. Puis j'ai sorti un extrait de ce que tu as écrit lors de cette fausse couche-là. Tu dis « Tu n'avais que quelques mois, qu'une poussière d'étoiles a décidé de se loger dans mon bedon et tu allais devenir grand frère en mars. Nicolas, tu avais sans doute remarqué que maman était très fatiguée, qu'elle avait mal au cœur, mais elle se répétait que ça valait la peine. Nous allions être 4. Malheureusement, les mots que je ne voulais pas entendre ont été dits aujourd'hui. Madame Pichette, le cœur de votre bébé s'est arrêté il y a 1 semaine. Comment l'écriture te permet de traverser ça? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très thérapeutique, en tout cas pour toi. Ouais. Qu'est-ce que ça nourrit? Qu'est-ce que ça te permet d'évacuer, l'écriture? J'essaie de trouver un sens à pourquoi ça m'est arrivé. Pourquoi moi? Puis je me rends compte que si, par mon écriture, je peux aider d'autres personnes, si par mes textes, je peux aider d'autres mamans, tant mieux. Donc, je préfère mettre mon histoire de l'avant, un peu comme dans des documentaires d'histoire, tu sais, d'histoire d'horreur, pour inciter les gens à être plus à l'écoute d'un sujet ou peu importe. Je veux aider les gens. Parce que oui, ça m'arrive. Oui, au moment où je vis la fausse couche, c'est la fin du monde. J'ai besoin de l'extérioriser. J'ai besoin de sortir cette espèce de boule de colère en dedans de moi. Mais une fois que c'est fait, je tiens à publier mes écrits pour justement aider d'autres mamans. Puis j'ai des amis qui m'écrivent « Marie-Ève, j'ai une connaissance, une collègue qui fait une fausse couche. Peux-tu me renvoyer ce texte-là? J'en ai besoin. » Et je dis ça, je dis rien, mais il y a possiblement un livre qui va sortir en 2025 sur... En tout cas, c'est ça. C'est dans l'univers, voilà. Mais tu fais ressortir le beau de ça. Oui. Et là, c'est pas fini. Non. Parce que là, je vous rappelle qu'on est à la 2e. Oui. La 3e a été une fausse couche biochimique. Exact. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, on est un peu victime de nos jours avec les fameux tests de grossesse précoce. Oui. C'est un test que tu peux faire 5 ou 6 jours avant la date prévue de tes règles. Donc, quand on veut tomber enceinte, on est tellement excité qu'on veut faire ce fameux test-là. Donc, on voit que la ligne, elle est
pâle, mais elle est là. Donc, yes, je suis enceinte. Donc, on serait comme à 3 semaines de grossesse. Et souvent, une grossesse biochimique se fait entre la 5e et la 6e semaine. Donc, lors de l'implantation, l'ovule fécondé réussit pas à s'accrocher et tu tombes un peu dans ta semaine. Tu sais, c'est pas l'équivalent d'une fausse couche où on a beaucoup de caillots. Oui, on a des caillots, mais c'est pas aussi intense. Le segment est un peu plus abondant. La peine est toujours là parce que, encore une fois, tu deviens maman quand tu vois le plus. Ouais. Mais c'est ça, c'est une autre façon de vivre ça. Puis il y a des femmes aussi qui vont en vivre sans s'en rendre compte. Tu sais, qui sont moins à l'écoute ou qui tiennent moins leurs règles. Oui, ils sont moins structurés dans leur suivi. Là. Exactement, ça OK. peut arriver, mais c'est lors de l'implantation. Donc là, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai appris à mon chum que j'étais enceinte dans le temps de Noël. Puis je dirais que 3-4, plus 5 jours après, là, je suis comme tombée dans ma semaine. Donc c'est ça, une grossesse biochimique. Puis, quelle a été la suite? Parce qu'il y en a 3 autres, mais il y a aussi une grossesse actuelle. Oui. Puis il y a aussi eu un 2e petit garçon. Oui. Fait que c'est quoi la suite de cette aventure-là, si je peux me permettre? Dans le fond, après cette grossesse biochimique-là, j'ai dit à mon chum, là, je veux trouver une solution parce que, tu sais, c'est plus mon chum qui était tanné de me voir avoir de la peine. Oui. Parce que, Il y a beaucoup de souffrance, là. Oui, puis comme je l'ai dit tantôt, un papa devient papa quand il y a le bébé dans ses bras. Tu sais, à un moment donné, puis mon chum, c'était avec une forme de maladresse, il m'a dit « Mais Marie, c'est juste des petites cellules ensemble. » Mais pour moi, c'était plus que ça. Tu sais, c'est même si, oui, c'était une division cellulaire qui se fait, machin. Pour moi, c'était mon petit bébé qui était parti. C'était un deuil de... Quand tu apprends que tu es enceinte, tu calcules ton 9 mois. OK, ça va être un bébé d'été, puis là, à tel moment. Tu sais, tu vas loin. Tu pars déjà, là. Exactement. C'est ça. Donc, c'est des deuils de plein de petites choses, tu sais. Puis là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, OK, on va essayer de trouver une solution. Je suis pas prête à aller en accompagnement à un suivi médical serré, donc je vais aller en acupuncture. OK. Donc, j'ai fait des séances d'acupuncture à chaque semaine. Et le cycle d'après, je suis tombée tout de suite enceinte. Et j'ai continué ce traitement-là pendant les 3 premiers mois, qui sont les premiers... Pour moi, c'est les 3 premiers mois qui sont assez critiques. Ouais. Et ça a donné mon beau petit Malo, qui est un bébé sourire que j'aime tant. Oh, wow! Fait que là, ça veut dire que, si on récapitule, première fausse couche. Oui. Nicolas. Deuxième... Deux fausses couches. Malo. Et là, il y en a eu 3 autres. Oui. Avant Petite Poulette. Oui, exact. Mickey Rose. Oh, wow! Elle a déjà son nom. Ben oui. En fait, si Miko, c'était une fille, on l'aurait appelé Mickey Rose. Si Malo était une fille, on l'aurait appelé Mickey Rose. Donc, Mickey Rose, c'est ça. On est vraiment dans les M, là. Ben, c'est ça. C'est volontaire. Marie-Ève et Marc-André. Oh, wow! On est quétaine de même. Du début à la fin, j'aime tellement ça. OK, mais là, cette période-là, ça a été quel genre de... Ça a été toutes des grossesses biochimiques. OK. Où c'est là où je me suis vraiment questionnée en me disant qu'est-ce que j'ai de pas correct. Ouais. Parce que là, il y a clairement quelque chose. Quand j'ai été suivie en acupuncture, on me disait, t'es peut-être trop acide, t'es peut-être trop stressée, peut-être que c'est pas le bon moment. Avec du recul, je me rends compte, puis ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte de ça, que je réussis à tomber officiellement enceinte, que, tu sais, ma grossesse fonctionne après 1 an. Comme si mon corps avait besoin d'une pause d'1 an pour comme se refaire. Donc, peut-être que j'ai été trop intense avec mon corps. Puis, tu sais, j'ai la chance, encore une fois, de tomber enceinte rapidement. Donc, tu sais, c'est sûr que je tombais enceinte, boum, fausse couche. Tu sais, j'ai fait, mettons, mes 3... La dernière grossesse biochimique, j'y croyais vraiment. Donc, ça m'a vraiment blessée énormément. Je m'en souviens encore, j'étais aux Galeries de la Capitale quand ça s'est produit, donc c'est assez traumatisant. T'as juste envie de retourner chez toi. J'avais mes 2 enfants avec moi, c'était comme... J'avais pas envie... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est que je me rappelle encore, on venait de faire des manèges, j'étais en attente pour me prendre un café Starbucks et je me suis mise à avoir une méga giga crampe, mais terrible, où j'ai dû me mettre en petit bonhomme. Puis là, j'ai fait « Ah, ça y est ». Puis j'étais enceinte de 6 semaines et demie, donc c'était quand même une... Tu sais, c'était limite entre une grossesse biochimique ou un œuf clair. Là. Je n'avais pas fait d'échographie, donc on ne le saura pas. Mais la 3e a été... Tu sais, je m'étais dit, je vais me dire que ça va fonctionner, que j'y crois, que j'ai beaucoup de symptômes, que c'est le bon moment. Puis finalement, tu sais, j'ai vécu plus de colère à cette grossesse-là parce que
j'avais hâte de pousser un soupir de soulagement puis de me dire « Ah, je suis rendue à 12 semaines, normalement, ça devrait bien m'aller pour le reste. Là, c'est quand même... Tu sais, c'est des deuils à chaque fois. Ouais. Peu importe où tu es rendu dans le processus, parce que, je veux dire, comme tu dis, comme tu vis pleinement, tu embarques à fond dès les premiers signes de grossesse. Maintenant, avec le recul, comment tu vois le deuil périnatal? Est-ce que tu as développé des outils? Comment tu approches ça? Je le vois, c'est vraiment... Le premier mot, c'est un vrai deuil. Oui. Que tu aies fait 5 semaines, que tu aies fait 15 semaines, que tu aies fait 32 semaines, c'est un deuil horrible où la maman le vit pas mal toute seule. Parce que oui, le papa va avoir de la peine, mais pas de la même façon. C'est sûr qu'à 32 semaines, on parle d'autre chose, mais... Donc, où je me situe en... J'ai envie de faire un changement. J'ai envie d'être une voix pour toutes les femmes qui passent à travers ça, puis qui ont besoin d'aide, puis qui vont le vivre sous le silence. Parce que, comme je disais un peu plus tôt, on n'en parle pas avant 12 semaines. Tu sais, puis c'était rendu qu'à ma grossesse de ma cocotte, je l'ai dit pratiquement à personne que j'étais enceinte parce que j'étais rendue honteuse d'annoncer aux gens « Hey, je suis enceinte. Ah non, j'ai fait une fausse couche. Hey, je suis enceinte. » Tu sais, pour moi, c'était rendu... J'étais gênée d'annoncer que j'étais enceinte parce que je me rendais compte que les gens étaient même plus contents pour nous parce qu'ils disaient « Ben là, c'est vrai, là? T'es enceinte de combien de semaines? » En même temps, au moment où tu l'annonces, c'est pas un mensonge, là. Tu comprends? Non, c'est ça. Je veux dire, c'est... Mais oui, effectivement, d'en vivre à répétition, c'est... Puis je pense que où je veux focusser, c'est des outils pour les mamans qui vivent ça puis qui savent pas quoi faire, des outils pour les papas. Oui. Comment aider leur blonde, quoi dire, parce que, mon Dieu, que tu sais pas quoi dire, puis c'est pas vrai que tu vas dire « Ben, chérie, 1 de perdu, 10 de retrouvé. » Mon Dieu. Il y a comme des phrases à ne pas dire, ben, justement, peux-tu nous faire part de certaines phrases que soit qu'on te dit ou que tu as été témoin ou... Que j'ai envie de dire aux mamans qui en vivent, c'est que tu as le droit d'avoir de la peine, puis tu as le droit, ça va te prendre du temps, mais un jour, tu vas finir par y trouver du sens. Parce que sans ma première fausse couche, j'aurais pas eu mon beau Nicolas d'amour qui a sa personnalité. Si j'avais pas fait mes 2 autres fausses couches, j'aurais pas Malo. Donc, tu sais, puis on va retrouver... Ça peut être un sens très, très médical, dans le sens où, ben son cœur a arrêté de battre. Ben peut-être que je suis contente que son cœur a arrêté de battre dans mon ventre et non pas à 8 mois de vie. On s'entend. Donc, ce sens-là, je l'ai trouvé à ce moment-là. Ça peut être un sens très spirituel aussi. Pour ma première fausse couche, ça a été une question d'esprit puis de ma tante. Mais tu sais, j'irai pas là, mais tu sais, j'ai trouvé ce sens-là. Donc, maman... Après ça t'appartient, en fait. Exactement. Mais tes étoiles vont toujours rester. Puis, tu sais, ma première fausse... Tu sais, je pense que c'est à ma première fausse couche, oui, j'avais fait un envolé de ballon. J'avais dit à mon chum, j'ai besoin de juste faire... Tu sais, ça avait tellement été long avant que je puisse tourner la page avec toutes les semaines qui ont duré qu'après l'opération, j'ai dit, je vais aller acheter un ballon puis je veux la lancer. On habitait à Québec à ce moment-là. On a fait tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, prends l'autoroute, tourne à droite. Et on s'est ramassé au bout de ma rue où j'habite présentement. Oh, wow! Et qui était un secteur qu'on connaissait pas. Puis on s'est dit, mon Dieu, qu'on veut habiter un jour ici. Puis 5 ans plus... 3-4 ans plus tard, on habite ici présentement. Fait que ça reste que c'est nos étoiles quand même. C'est ça. Puis tu parles beaucoup de sens, mais je pense aussi que... Puis ça, tu l'avais déjà mentionné dans un autre podcast, c'est que faut que tu donnes aussi du temps à y trouver du sens. Ça va prendre du temps. Le deuil, il faut que tu le vives, là. Tu as le droit de manger du chocolat puis de la crème glacée puis d'être fâché contre la vie puis d'en vouloir à l'univers. Puis, maman, c'est pas de ta faute. Ça, faut se le redire. C'est pas de la faute à la maman. Ça, c'est sûr que non. Pour la suite, là, avec ton chapeau de maman, disons-le comme ça, là, il y a la 3e petite poulette qui s'en vient. Vous voulez une famille nombreuse?
Là, est-ce que ça va s'arrêter à 3? Comment vous voyez la suite, là? Un gros sourire, genre, oh, je sais pas. Si j'écoutais mon chum, on arrêterait à 3. OK. Tous les vêtements de garçon pourraient être vendus sur Marketplace. Pour mon cœur de maman, je me conditionne à me dire que c'est ma dernière grossesse, que je veux la vivre, cette grossesse-là, puis que si on a un 4e, je serais vraiment contente. Mon amour, j'aimerais ça. Il nous entend pas présentement, mais Non, quand il va écouter ben l'épisode, c'est il va ça, « Oh, c'est OK, ça. un petit message. Pas subtil, pardon. Non, c'est ça. 4, je trouve que c'est un beau chiffre. 3, je serais amplement heureuse. Puis comme je t'ai dit, je vis cette grossesse-là vraiment comme si c'était ma dernière. J'essaie de chérir ces moments-là. Mais c'est ça. Ça serait 4 maximum, par contre. J'en aurais pas d'autres. Oui. Tu sais, 4, C'est déjà quand même très nombreux de nos jours, en fait, 4. Oui, exact. Ce qui m'intrigue, en fait, là, c'est que, bon, là, on a quand même le plan global de ce qui s'est passé. Il y a eu des grandes montagnes russes. Quand tu étais au plus bas, parce que, bon, on parle de 6 deuils qui ont été vécus de manière très différente, mais qui sont extrêmement présents, qu'est-ce qui faisait... À quoi tu t'accrochais? Parce qu'à un moment donné... clairement, tu voulais une grande famille. La détermination était là. Mais à un moment donné, la tête, le corps, tu sais, je veux dire, d'affronter la prochaine vague, là, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de courage et d'espoir, d'une certaine façon aussi. Définitivement. Puis, écoute, ce qui m'accrochait, c'était, comme tu l'as dit, le désir d'avoir une grande famille. J'étais vraiment entêtée à... C'est drôle, hein? J'ai jamais dit tête de cochon tant, mais là, faut croire que c'est ça. J'étais vraiment déterminée à avoir une très, très grande famille. C'est vraiment ça qui me raccrochait. Puis le rêve était plus fort que tout, finalement. Vraiment, vraiment. Puis, est-ce qu'il y a eu des moments, justement, où, en fait, c'est ça qui te raccrochait? Oui. C'est ça qui revenait en tête, puis c'est ce qui te permettait de te relever? J'avais hâte de pousser un soupir de soulagement pour me dire « ma famille est complétée, je peux me reposer ». Oui. Tu sais, parce que du moment que tu deviens maman, tu t'arrêtes pas. Tu sais, tu vas prioriser tes enfants. Tu sais, c'est comme tu mets beaucoup de toi. Oui. Puis on dirait que quand ma famille va être finie, je vais comme me permettre d'être moi à nouveau. Tu sais, c'est drôle à dire parce qu'on est beaucoup dans le « maman, faut qu'elle se priorise, faut qu'elle prenne son me-time, etc. » Mais dans mon minding, en ce moment, je suis tellement focus sur avoir une grande famille que mon énergie est là-dedans. Okay. Puis tu vois, quand on parlait d'avoir une pause, je suis tombée enceinte de la 3e en Floride pendant qu'on s'était offert un 3 mois de pause, justement, où j'étais loin des réseaux sociaux, où j'ai quand même travaillé, mais à un autre rythme, là. Exactement. Dans une autre ambiance, dans une autre énergie. Exactement, avec du soleil, de la chaleur, la plage, tu sais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que je suis tombée enceinte pendant l'ouragan, tu sais. Oh, OK. Fait que là, moi, je dis là, que ça va être une petite tornade, la 3e. Pas mal. Elle kick déjà pas mal fort. C'est bon, ça. Moi, j'adore ça, faire des liens. Puis là, des fois, tu dis, ben voyons, c'est un hasard. Ben oui, mais des fois, les hasards font bien les choses. Avec 2 gars comme grand frère, là, écoute. Oh, ça va brasser ici. Ce sera pas long. D'après moi, elle va être entêtée, elle aussi. Elle aura pas le choix. Quel conseil que tu donnerais aux mamans qui songent à devenir maman, aux mamans peut-être qui sont dans les premières semaines de grossesse, mais même celles qui vivent ça pour la première fois? Comment on... Je pense pas qu'on peut se préparer, mais peut-être que si on en parle plus, on est consciente que c'est possible. Tu sais. Oui, puis, tu sais, moi, ma première grossesse où j'ai fait une fausse couche, j'étais pas au courant que c'était une grossesse sur 4. Dans ma tête, je savais c'est quoi une fausse couche dans les téléromans qu'on écoute ou dans les films où tu vois que la fille, elle a une crampe puis que c'est terminé, mais c'était un monde complètement inconnu. Et je me disais, mon subconscient, ça va juste arriver aux autres, ça n'arrivera pas à moi, tu sais. Puis, j'ai rendu à... Je pense que c'est après Malo, donc mes 3 dernières fausses couches, où j'ai été très dans l'insécurité, où dès que j'apprenais que j'étais enceinte, donc je faisais des tests précoces, chose normalement qu'il faudrait pas faire, mais que c'était plus fort que toi. C'est viscéral, tu sais, je voulais tomber enceinte. Je faisais des tests quasiment
à chaque jour pour voir l'évolution de la ligne. Parce que c'est ça qui est arrivé avant que je tombe enceinte de Malo, ma première grossesse biochimique, c'est que la ligne, j'avais fait 2 tests. La ligne devenait pas foncée. Elle restait pâle. Donc ça, c'est... Même si on nous dit de ne pas penser à ça, c'est comme synonyme que le taux d'hormones n'augmente pas assez rapidement. Il augmente, mais il ne double pas à tous les 2 jours. Donc, mes 3 dernières grossesses biochimiques, je faisais des tests quasiment tous les jours. Fait qu'à un moment donné, ça t'amène un... C'était quasiment maladif dans le sens qu'il y avait comme une obsession ou une espèce de... Exactement. Tu t'accrochais beaucoup à ça. Je m'accrochais ou je me disais, je préfère le savoir maintenant que c'est une grossesse qui évolue pas. Puis tu sais, comme ça, je vais pas m'accrocher. Puis la même chose que la grossesse actuelle, je me suis attachée à cette cocotte-là à 12 semaines quand je l'ai vue bouger. Tu sais, je me gardais vraiment une espèce de distance. Mais c'est un mécanisme, exactement, un mécanisme de protection. Parce que là, à un moment donné, après 6, tu t'es comme... Oh. Mais tu sais, ce que je dirais aux mamans qui sont présentement enceintes, profitez de votre grossesse. Même si ça se termine, vous êtes maman pour l'instant. Si ça se termine moins bien, bien, vous aurez une étoile qui va briller tu sais, puis vous allez l'avoir, votre bébé, dans vos bras éventuellement, mais de profiter de chaque instant. Tu sais, juste oh mon Dieu, le plaisir d'apprendre que t'es enceinte. Tu sais, moi, je l'avais même plus parce que je me disais, ben là, rendu à... Tu sais, c'est ma 9e grossesse, c'est quasiment gênant un peu comme ton entourage, dire, dans le fond, là. T'étais, pas blasée, mais... très, très, très en protection. De me dire, bon, ça va finir comment, cette histoire-là, tu sais. Je comprends. L'entourage reste quand même important. Je pense que pour clore la boucle de cette aventure-là, je me permets de dire aventure, bon, les aventures, ça vient avec des péripéties, on en comprend les nuances. Par contre, l'entourage est extrêmement important. Puis on en a parlé un peu tantôt, mais justement, c'est quoi l'approche qu'on devrait avoir avec quelqu'un qui vit ça? Parce que il y a quelque chose, on dirait qu'on marche sur des œufs. En même temps, on veut pas froisser la maman. En même temps, des fois, le futur papa, il est complètement dépassé. Puis ça se passe pas dans son corps, mais il est témoin de tout ça. Il est impuissant. Oui, c'est ça, beaucoup d'impuissance. Comment on fait pour amener de la compassion, de la bienveillance et d'utiliser les bons mots, en fait, pour amener du support? Malheureusement, je dirais qu'il n'y a pas de bons mots parce que la maman va être dans une espèce de colère, de frustration, de pourquoi ça m'arrive à moi, je voulais mon bébé tout de suite, tu sais. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on peut, justement, on risque de plus froisser la maman. Oui. Donc, c'est juste d'être là. D'envoyer un message texte « Hey, comment ça va aujourd'hui? T'as-tu bien dormi? » Ou prendre des nouvelles. Ça c'est tellement... D'être à l'écoute, ça a besoin de se confier. Précieux. Tu sais, c'est juste d'être là. Un petit coucou, un pot de crème glacée, je comprends que t'as de la peine et c'est correct comme ça. Pas je comprends que t'as de la peine, mais lève-toi puis bouge-toi les fesses. La maman, elle n'a pas besoin de ça pour l'instant. Elle a juste besoin d'une présence, puis c'est la chose qui fait le plus plaisir à ce moment-là. Fait que c'est de la présence, de la bienveillance. De la compréhension, de dire qu'on comprend. Parce que on est tellement, nous, dans une frustration, le ciel nous tombe littéralement sur les épaules, puis c'est pas juste un deuil d'un bébé, mais c'est un deuil d'un rêve à ce moment-là, parce qu'on avait l'impression que notre rêve allait se réaliser, là, qu'on allait être maman là, puis qu'on allait avoir notre bébé dans 9 mois, puis que la chambre allait être là, puis là, c'est comme tout s'écroule en un claquement de doigts. C'est ça. C'est beaucoup sur la maman, donc juste un coucou, des fleurs, un chocolat, puis tu sais, des petites boîtes de plaisir, va prendre un bain, fais-toi plaisir, va te prendre un chocolat chaud, juste comme une personne qui vit un deuil d'une personne très chère, ben c'est la même chose pour une maman qui vit une fausse couche. J'aimerais t'amener sur une autre piste pour conclure le podcast. Comme tu écris beaucoup, tu laisses des traces, puis je me rappelle plus sur quelle publication, mais à travers tes réseaux sociaux, à un moment donné, tu te dis « J'aimerais, moi aussi, laisser ma trace ». Puis je pense que par l'écriture, par le fait que tu t'ouvres sur ce que tu vis avec beaucoup d'authenticité, c'est une façon. Mais comment tu souhaites, justement, léguer ta trace? Je te dirais que, parce que tu l'as dit, l'écriture, ça serait d'écrire des livres. Ça, c'est sûr que c'est dans ma wish list dans les prochaines années.
Ça, c'est définitif pour offrir un outil aux mamans, pour raconter mon histoire aussi, parce que, tu sais, un peu comme dans Moms, quand on voit qu'on n'est pas toute seule, ben mon Dieu, qu'on se sent moins coupable, ben c'est le même titre qu'une fausse couche. Quand on lit l'histoire d'une maman qui a vécu ça, puis tu sais, mon histoire est tellement de plein de couleurs avec différentes fausses couches que, tu sais, ça peut aider certaines mamans, mais ça serait ça que j'aimerais, là. Ça serait mon prochain but. Puis ta définition d'une maman, c'est quoi? Eh mon Dieu, une super héroïne qui a 22 000 pouvoirs, puis c'est une pieuvre. Ça serait une pieuvre! Oh, wow, j'adore l'image! Oui, je pense que... Une super pieuvre. J'en suis pas une, mais je pense à la mienne. Puis effectivement, elle avait plus d'un tour dans son sac. Oh, mon Dieu, oui. Là. Oh, la tentacule qu'on voit pas, elle arrive pour régler un bobo, j'adore ça. J'adore l'image. Ouais. Selon toi, qu'est-ce que tu aimerais léguer à tes enfants? Parce que je pense qu'aussi, quand on est parent, on souhaite être un modèle, mais on souhaite aussi créer une génération qui va rendre le monde meilleur, souvent. Comment tu vois ça? Moi, je te dirais que ce qui me rendrait le plus fière si mes garçons accomplissaient ça, c'est de suivre leurs rêves. Parce qu'on est tellement dans un monde où on travaille pour vivre. On gagne des sous pour vivre, mais finalement, on manque de temps. On manque de temps pour ce qui compte vraiment. Exactement, souvent. Oui. Exactement. Donc, si mes garçons et ma cocotte, ma fille, vont faire ce qu'ils aiment, ce qui vibre en dedans, un peu comme moi en ce moment, où j'ai fini par me trouver, où je savais pas pantoute ce que je voulais faire, puis là, je me ramasse entrepreneur quand j'ai zéro étudié en gestion de commerce, mais j'adore ce que je fais présentement, c'est ce que je souhaite à mes garçons, c'est de faire, puis à ma fille bientôt, mais de faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, de se lever puis d'être heureux, accomplis de ce qu'ils vont faire de leur journée. Puis, on parlait de l'écriture, mais toi, Marie-Ève, il y a les livres, il y a tout ça, mais comment tu souhaites faire une différence pour rendre le monde meilleur? Mon Dieu, ça, c'est une très bonne question. Je te dirais que c'est je le remarque beaucoup avec mes futurs mariés quand on a des conversations qui me disent « Mon Dieu, que t'es souriante, tu dégages un plaisir. » Puis ça serait juste d'être ça. Ça serait d'être une bonne vitamine pour tout le monde, tu sais. Ben là, je suis contente. Je pense que cet épisode-là va nous permettre de donner une petite vitamine à tous nos auditeurs. Je termine toujours, Marie-Ève, avec les 3 petites questions. Vas-y. Qui, pour mettre en contexte les gens qui ne connaîtraient pas le segment final, c'est que c'est 3 questions qu'on pose, les mêmes que je pose à chacune de mes invités, mais étant donné que j'ai une variété de têtes de cochon extraordinaire, ça donne tout le temps des réponses vraiment tripantes. Donc, la première question va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon, Marie-Ève? Oh mon Dieu, mon vouloir de quand je veux quelque chose, c'est maintenant ou dans maximum 2 mois. C'est à peu près ça. Le mariage en est un bon exemple, j'adore ça. Mais pas plus loin que ça. Là. 2 mois, c'est trop sinon. Quel conseil tu donnerais justement aux autres têtes de cochon qui souhaitent foncer à n'importe quel niveau, en fait? D'être capable de se permettre des pauses. C'est un apprentissage que tu as fait, toi Ah aussi. oui, puis ça m'a permis justement, juste le 3 mois qu'on a passé en Floride, juste d'apprendre à dire, là, habituellement, j'ai quasiment juste une vitesse, là. Là, je vais en avoir peut-être 2 ou 3, puis c'est correct comme ça. Que même si ton but est très bien établi, puis c'est parfait d'avoir une vision très fonceuse, à un moment donné, c'est correct de juste s'asseoir puis de rien faire pendant une journée, puis de retrouver son énergie le lendemain. C'est encore plus... Sain. Ouais. Oui. Simple, on est encore plus efficace. Oui, puis je pense que ça fait partie aussi de... Quand on tend vers l'équilibre, c'est qu'on peut pas être à 100 tout le temps. Ah non, on va se brûler. Là. Oui, puis à un moment donné, c'est que ce qui nous allume, ce qui nous fait vibrer, bien, ça a plus le même effet parce que c'est trop. Puis si on a des enfants aussi, bien, tu sais, faut être maman aussi, là. Fait que non seulement t'es une tête de cochon, t'es une super pieuvre, là, à un moment donné, il faut que tu trouves ton énergie. Et finalement, qu'est-ce que tu souhaites réaliser d'ici 10 ans? Ce que je veux réaliser d'ici 10 ans? Ta tête de cochon, là, c'est quoi qu'elle veut? Je te dirais qu'on vise peut-être de faire un 6 mois ici, 6 mois ailleurs. Ah! Ouais,
mais je sais pas comment. OK. C'est dans notre vision, donc peut-être une partie d'école à la maison avec les garçons puis la cocotte qui va arriver, gérer des entreprises en parallèle. Je sais pas, c'est la vision que j'ai dans ma wish list, là. En tout cas, te connaissant, d'après moi, ça va se concrétiser. Peut-être plus que 2 mois. Ah, ça oui, c'est ça. Peut-être 2-3 ans, là. C'est la vision à long terme, ça, quand même. Oh oui, ça oui. Oh, Marie-Ève Pichette-Mire, merci tellement de ta générosité, de ton temps. Merci de ton invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui. Merci infiniment. Pour ne rien manquer de la 2e saison, abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook et YouTube au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les autres épisodes sur les grandes plateformes d'écoute. On se dit à bientôt. Salut!